À vrai dire chez vous, mesdames, messieurs, à vrai dire sur vos écrans. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre tranche qui est dédié, j'allais dire, au décryptage, à l'analyse et aux commentaires de l'actualité. Ici, nous allons prendre l'actualité pour prétexte en vue de réfléchir, d'approfondir et d'apporter de la qualité dans cet espace médiatique qui, de plus en plus, commence à être gangréné parce que nous ne voyons pas jadis par le manque de fond et de profondeur. Je suis heureux, comme toujours, de vous servir. Et aujourd'hui, je suis doublement heureux parce qu'il a accepté de revenir, lui, ce maître Manix Iyenda avec qui on a fait beaucoup d'émissions, j'avoue, qu'il vient toujours à chaque fois que je l'appelle. Mais l'actualité qui sera traitée aujourd'hui nécessitait effectivement que nous ayons son son de cloche. Je sais que vous l'aimez beaucoup pour son franc-parler, parce qu'il n'a pas sa langue dans sa bouche. Et aujourd'hui, je vais essayer de poser des questions auxquelles il répondra. Alors, un seul mot d'ordre. Continuez à regarder cette émission, il ne faut pas la regarder tout seul. Invitez la famille, invitez la commune voisine et partagez le lien pour que le message qui sera porté ici soit porté aussi ailleurs. Maître Manix, bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai toujours le plaisir de vous recevoir et vous me faites à chaque fois honneur de venir. Sentiment partagé. Merci beaucoup. Alors, comme je disais tantôt, qu'ici on prétexte l'actualité comme ça pour essayer de réfléchir autour de la société. Mais l'actualité oblige, on va commencer un peu autour de cette actualité culturelle. Nous avons vu les spots annonçant les grands concerts de notre artiste, celui qui porte le drapeau de la RDC un peu partout, Fally Ipupa, pour un concert au Stade de France 2026. C'est vrai que ça fait déjà parler. C'est vrai aussi que vous êtes renommé Warrior, vous allez me dire si oui ou non. Mais comment avez-vous accueilli cette nouvelle-là? Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? D'entrée de jeu, je voudrais quand même élaguer cette étiquette fanatique. Moi, je ne suis pas Warrior. Mais c'est pas un péché d'être un Warrior. Non, mais malheureusement... Je comprends pas pourquoi est-ce que les gens ont un peu... Vous écoutez la musique? Moi, je peux écouter la musique sans forcément être fanatique. Okay. Parce que le fanatisme, c'est un siège de la subjectivité. C'est un siège de beaucoup d'émotions. Et moi, je ne voudrais pas m'emporter au gré des émotions. J'aime tout ce qui est objectif. J'aime réfléchir avec indépendance d'esprit et aussi avec rationalité. Et donc, je ne suis pas fanatique, je ne suis pas warrior, je suis un amoureux et consommateur de la bonne musique. Et comme vous le savez, vous l'avez dit, Fally Ipupa, c'est un emblème culturel de notre pays. Fally Ipupa, c'est l'un des acteurs culturels, des acteurs musiciens qui portent le flambeau de la culture musicale congolaise, je dirais même africaine. C'est comme ça qu'à une certaine mesure, moi je le vois au-delà du summum sur lequel il se place, au-delà de la concavité de sa carrière, moi je le considère comme une autorité archétypale de la musique africaine. Parce que Fally aujourd'hui impose non seulement la musique congolaise, mais il impose les traces de la musique africaine dans le concert des nations. Ce qui voudrait dire que son concert, son spectacle est déjà annoncé pour le 2 mai 2026. Ce serait en réalité un carnaval des valeurs culturelles, musicales africaines. Ce serait une tribune où Fally va exposer et présenter les tarifs des valeurs musicales de la République démocratique du Congo, essentiellement la rumba congolaise, la musique traditionnelle avec un peu beaucoup plus les sonorités Konda et les Anamongo, parce que Fally est de là, mais aussi avec son style qu'il a proposé à la communauté congolaise, autant pour la communauté internationale, ces mélanges, ces brassages, ces mixages des cultures que lui a considéré comme du style Tokos. Et donc c'est un événement de grande envergure qui dépasse les sphères nationales. C'est une fête de la musique africaine. Quoi de plus normal, nous en tant que Congolais, nous en tant qu'Africains, de porter notre petit soutien à Fally Ipupa pour la réussite
de son concert. Je rappelle que ça sera pour notamment commémorer les 20 ans, 20 années de sa carrière solo, parce qu'il a commencé en 2006 avec son premier album Droit Chemin. Ouais. Ça fera 20 ans que ces Congolais brillent. En effet, je suis d'accord avec vous, brillent au niveau international, au niveau du pays. Nous, on ne va pas rentrer dans la polémique musicale, hein, on ne va pas rentrer dedans. Mais quelle est l'attitude qui doit être l'attitude des Congolais? Parce que ce que vous dites est vrai, l'événement dépasse les sphères nationales. Je suis convaincu qu'il y aura beaucoup d'invités qui seront notamment des artistes du monde entier. Que doit être l'attitude du Congolais lambda, warrior ou pas, du fait que c'est un fils maison qui va comme ça se produire dans l'un des stades mythiques où se sont produits beaucoup de légendes. Le Congolais doit se comporter comment pendant tout ce temps où nous allons attendre le demain 2026. Le Congolais doit avoir une attitude de soutien indéfectible à ces concerts, parce qu'il s'agit de notre concert, il s'agit de notre culture, il s'agit de notre musique. En effet. En tant que Congolais, de manière gratuite et de façon inconditionnelle, nous devons faire la promotion de ces spectacles. Je vous ai dit, ce serait un spectacle qui resterait des marbres dans les annales de l'histoire de la culture musicale congolaise. Et si Fally essaye de réussir ce spectacle, j'imagine que son nom resterait dans le panthéon de la musique congolaise, comme ça a été le cas pour le Rochero, comme pour le Franco, pour Taboulé et tant d'autres icônes. Kofi Olomide, pour Kofi Olomide, par exemple, même si c'est un chantier musical qui demanderait assez d'efforts à accomplir. Ah non. En tant que... Non, mais bien sûr que oui. Kofi c'est un artiste accompli. C'est vous qui dites que Kofi c'est un artiste accompli. Il n'a plus rien à prouver. Ça vient de vous. Non. Mais on aimerait bien voir Kofi Olomide avec tout le talent qu'il a, avec toutes les richesses musicales qu'il a, sur le grand de tribune comme U-Arena par exemple. Un réceptacle qui contient une capacité d'accueil de plus de 40 000 personnes qui viendraient pour... Mais pourquoi ce serait la température pourquoi ce serait les thermomètres pour mesurer la grandeur d'une carrière? Mais la grandeur d'une carrière se mesure... J'avoue que moi, je ne comprends pas ça. La grandeur d'une carrière d'un artiste se mesure effectivement lorsque votre musique pousse. Lorsque votre musique arrive à toucher toutes les couches et toutes les dimensions du monde. Mais Kofi, c'est le cas. Kofi, il est écouté aujourd'hui par les générations confuses. Vous prenez les enfants, vous prenez les vieux, tout le monde écoute du Kofi. Enfin, moi, je suis d'accord avec vous que le couronnement de la carrière d'un artiste, c'est quand ses œuvres sont devenues sanctuaires. Et on ne peut pas ne pas le dire de Kofi Olomide, on ne peut pas ne pas le dire de Weranson, on ne peut pas ne pas le dire de J.B. Piana. On a quand même comme ça des icônes, de Fally Ipupa, on ne peut pas ne pas le dire de Ferregola par exemple. J'en veux bien, mais moi je ne suis pas de l'école des complaisants, je ne suis pas de la race des faux modestes. J'ai dit des choses telles qu'elles sont. La vérité est qu'aujourd'hui, Fally Ipupa a touché les plafonds de la carrière. C'est vrai, nous reconnaissons le mérite de spectacle, je suis d'accord. Enfin, vous avez proposé l'idée de nous épargner du terrain de la polémique. Non, c'est pas de la polémique. Je vous le conseille. On réfléchit là. Et c'est beaucoup plus avantageux d'ailleurs. Oui. Mais s'il faudrait rentrer même dans tous les aspects, dans toutes les caractéristiques et dans tous les critères que nous pouvons définir pour mesurer et la grandeur de Kofi Olomide et la grandeur de Fally Ipupa, vous allez vous rendre compte que Fally est le seul artiste qui a battu les records qui n'existent jamais avant lui. On peut avoir 5 minutes pour faire cet exercice-là, 5 minutes. Parce que là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais. Je suis d'accord avec vous que Fally Ipupa aujourd'hui, à la limite, c'est un totem national. C'est quelqu'un qui porte la culture musicale congolaise, franchement, aux confins du monde. Je suis d'accord. Et que sur le plan des spectacles, d'accord, le professionnalisme autour des spectacles, autour de concerts livrés, il est de loin meilleur. Mais ce n'est pas le seul aspect d'une carrière. Il n'a pas encore, on va se le dire, atteint le niveau par exemple de la musique Wenge ou la musique de Kofi qui est écoutée par toutes les générations confondues. Fally n'est pas encore à ce niveau-là. Encore une fois, je ne voudrais pas
nager dans un bain de subjectivité. Moi, je reste sur ce qui est palpable, ce qui est vérifiable et ce qui est objectif. Okay. Parler des générations, enfin, quel est ce thermomètre qui mesure les niveaux d'écoute de la musique de Wenge, de Koffi Olomide, par toutes les générations, comme vous l'avez affirmé. Mais moi, je ne voudrais pas rester là. Moi, je reviens sur l'impact du produit proposé par l'artiste et la manière dont ce produit est consommé par les consommateurs nationaux, le Congolais que nous sommes, et par les restes du monde. Aujourd'hui, Fally est le premier artiste musicien congolais à avoir été certifié sur Snap parce qu'il a vendu plus de 50 000 exemplaires sur le marché musical français. Il n'y a pas d'autres artistes congolais? Non, mais ça n'a jamais existé. Allez consulter les archives des Snap, vous ne verrez pas le nom d'un autre Congolais si ce n'est pas Fally. Je ne parlerai pas des Dadju parce que c'est vrai, ils sont des Congolais, mais des Congolais évoluant en France. Je parle de Congolais évoluant ici à Kinshasa. Jamais nous n'avons connu de nom qui a battu. Non, mais disque d'or sur Snap. Certifié Snap. Mais Snap, c'est une organisation. Non, mais c'est une organisation. Mais qui a une certaine... On n'avait pas eu. Non, mais c'est une organisation. Ça n'existait peut-être pas à l'époque. Non, Snap. À l'époque où Snap, il y en avait un disque d'or. Snap existait depuis. Depuis, je peux vous le rassurer, depuis 1960. Depuis bien avant, Snap existait. Aucun Congolais n'a vendu sur le marché musical français plus de 50 000 exemplaires. Et Fally a atteint ces seuils, et voilà pourquoi il a été certifié or. Ça, ce n'est qu'un exemple. Vous prenez en termes de production scénique. Aucun Congolais ne s'est permis de livrer un concert dans une salle aussi prestigieuse comme l'U Arena, la plus grande salle de l'Europe. Je ne parle pas de la France. Fally est le premier. Et même quand vous prenez la salle comme Bercy avec la version Accor Arena, il y a une augmentation en termes de capacité d'accueil parce qu'autrefois c'était autour de 16 000, 17 000 et aujourd'hui avec une capacité d'accueil de 23 000 places. Et encore une fois, Fally est le seul à avoir livré un spectacle dans une telle salle. Et puis de deux, c'est le seul artiste musicien congolais à avoir fait le Grammy Award. C'est le seul artiste musicien congolais à avoir été trophée à Frima Musique. Ce sont des entités musicales installées dans de grandes industries musicales du monde, notamment les États-Unis d'Amérique. Ça n'a rien à voir avec le Congolais, rien à voir avec les Africains, rien à voir avec les Européens. C'est là où on mesure effectivement l'allure et les progrès de chaque artiste qui impacte sur le plan mondial. Avec objectivité. Avec objectivité. Et donc, aujourd'hui, comparer Fally avec les autres, je ne refuse pas, parce que comparer n'est pas un péché, mais il faudrait à la limite reconnaître que Fally a atteint des dimensions qu'aucun artiste, musicien congolais n'est arrivé même à ce stade. Mais bien sûr. Vous parlez de Koffi Olomide, oui, j'admets que Koffi Olomide mérite un maximum de respect. Mais lorsqu'on parle de Koffi Olomide par rapport à Fally, je me permettrai de dire que Fally est le Koffi Olomide en mieux. Les Koffi Olomide en mieux. Et en termes de production scénique, et en termes de qualité d'enregistrement d'albums, et en termes de notoriété sur le plan national et international, et en termes de trophées obtenus, mais aussi et en termes de succès planétaire. Je suis d'accord qu'on parle de Fally en ces termes-là. Aujourd'hui, il est à sa 20e année, enfin demain il sera à sa 20e année de carrière. Mais quel est son héritage à lui, Fally Ipupa? Parce qu'on peut avoir tout dit, mais il n'a pas d'orchestre où il produit des grands noms. Il a un groupe d'accompagnement, comme il l'a dit lui-même. Il a un label qui n'a pas encore produit des artistes à succès. Quel est son héritage? Parce qu'il a reçu quand même de la, entre guillemets, industrie musicale congolaise. Il se doit de rendre pour conserver cette pérennité-là. Chose que ses frères aujourd'hui font. On sait par exemple qu'Oferego a tout un orchestre où on a vu des gens sortir. Héritier Watanabe pareil, Fabregas, je ne saurais les citer tous. Mais lui, quel est son héritage musical qu'il va devoir laisser pour que ce qu'il a fait soit fait par d'autres après lui?
D'abord, il faut reconnaître que Fally n'est pas dans le registre de tous les artistes musiciens congolais que vous avez cités. Fally est cette figure artistique qui a marqué son temps et qui a créé une révolution musicale dans le parcours de la musique congolaise. Très généralement, lorsque je suis les artistes, lorsque les artistes musiciens congolais parlent des générations, ils parlent des générations par rapport aux âges des artistes musiciens. Mais ici, moi, je voudrais parler des générations par rapport aux périodes évolutives de la musique congolaise depuis le temps. Il vous souviendrez que la rumba que nous utilisons aujourd'hui, c'est un mélange des cultures entre la musique congolaise de souche et la musique cubaine. Et les pionniers qui ont en réalité déporté cette musique qu'on appelle rumba sur le sol congolais, c'était d'abord des Franco. Et ceux-là faisaient de la rumba pure. Et c'est comme ça que je considère cette période comme la première période, la période de la rumba pure, de la rumba de souche. La deuxième période, c'est la période de la rumba évoluée, ou la rumba améliorée. C'est lorsqu'il y a eu un vent d'artistes, notamment des Papa Wemba, avant ça, un tout petit peu Taboulé Rochero, etc. Ceux-là qui ont apporté... Bon, Taboulé était beaucoup plus dans la première catégorie parce que Taboulé était dans la logique de la rumba pure. Et vous allez voir que la seule différence qui existe entre la rumba pure et la rumba améliorée, c'est qu'il y a une dimension sébène qui s'était interférée dans la musique congolaise qu'on appelle la rumba. En effet. Et le sébène, c'est cette dimension de secousse, de mouvement, pour créer une liaison parfaite entre la mélodie de la rumba, entre le chant et la danse. Et ceux-là qui ont apporté ces compléments dans la musique congolaise, c'est effectivement le vent de Papa Wemba, les vents des Evoloko, Zaiko Langalanga, et Adjosa, etc., Madilu System et tout ce monde-là. Ils ont marqué pratiquement la deuxième génération. Mais vous allez vous rendre compte que la troisième génération, c'est ceux-là qui apportent une dimension de la rumba modernisée. Ça veut dire la rumba, mais avec une brèche de la musique internationale. Le world, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, celui qui porte en mieux cette rumba au point de l'exposer dans une plaquette de la musique internationale, c'est bien Fally Ipupa. Et donc, il devient le pionnier de la troisième génération, qui est une génération de la rumba modernisée, parce qu'il a introduit notre rumba dans de grandes nations. Et aujourd'hui, on peut chanter la rumba en France, aux États-Unis, à Londres et partout ailleurs, grâce, effectivement... Il lègue cet héritage-là. Non, mais il va léguer. Vous avez parlé des orchestres, mais je vous ai dit que Fally n'est pas dans les registres de cela. Parce qu'en réalité, Ferré, départ, le style et départ, son registre musical, Ferré fait partie de la deuxième génération. Ceux qui appliquent la rumba améliorée. Il n'est pas dans le world. Non, il n'est pas dans le world. Déjà, même quand vous regardez le style de la musique des Ferré, Ferré en réalité reste dans la peau des Madilu System. Il reste dans la peau de tous ces vieux qui en réalité ont hérité la rumba souche pour l'améliorer. Et aujourd'hui, les Ferré font la continuité de la rumba améliorée. Et donc, Ferré fait partie de la deuxième catégorie ou la deuxième génération. Fally est de la troisième génération. Fally est de la troisième génération parce que Fally la rumba world. Rumba modernisée. Le niveau world. Ferré Gola et Fally Ipupa, si je comprends bien, ne font pas la même rumba. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand vous prenez des chansons comme Sweet Life, quand vous prenez des chansons comme Mayday par exemple, vous prenez des chansons comme 8e Merveille, Amore, bon, dommage. Afsana. Dommage que moi je connais pas beaucoup les chansons de malheureusement, j'aurais pu. Malheureusement, moi j'ai l'impression que un peu multidimensionnel. Vous savez, ça n'a rien à voir. J'ai même écouté l'album d'Héritier Watanabe. J'ai eu l'impression qu'il y avait quand même. Il avait reproduit pratiquement le même style que King Kester et Menea. Encore une fois, même Héritier Watanabe est dans la deuxième génération de la musique congolaise. En réalité, c'est des générations déjà qui deviennent un tout petit peu archaïques parce que la musique congolaise doit
évoluer et s'introduire dans la dimension la plus internationale possible. Et ils doivent aussi s'adapter pour s'introduire. Ils doivent s'adapter, c'est comme ça que je disais au départ que Fally n'est pas dans le même registre. Et même si vous prenez en termes de format, lui n'a pas un orchestre comme vous l'avez dit, comme c'est le cas pour Kofi, Ferré, etc. Mais lui, il reste dans les registres, par exemple, de Michael Jackson. Donc la carrière solo, en fait. Carrière solo. Porte l'artiste. C'est une marque. Maître Gims et tout le reste. Et donc, il est dans cette dimension-là. Mais aussi, il faudrait quand même placer un accent au-delà du statut de l'artiste. Fally est un produit économique sur lequel on peut investir. Vous savez, moi, par moments, ça me désole lorsque je vois les chroniqueurs de la musique tomber dans le caniveau, dans leur débat, dépourvu d'une certaine rationalité et même de la dimension historique pour léguer à nos enfants, ne serait-ce que la part de l'histoire de la musique congolaise. Ils racontent leurs histoires, ils parlent de tout sauf de la musique. Mais aujourd'hui, il y a bien de sujets qui pouvaient nous intéresser sur cette question de l'industrie musicale. Et nous, on fait bien d'en parler d'ailleurs. Hein. Et justement, quand je considère Fally comme un produit économique, c'est parce que la France, comme étant un pays capitaliste, réalise qu'un seul concert de Fally génère des bénéfices en termes d'impôts et renforce l'enveloppe financière du trésor public français. Je vous donne des exemples le plus patents. Très rapidement. Pour un concert à U-Arena, Paris Arena La Défense, avec une capacité d'accueil de plus ou moins 40 000 personnes, Fally a vendu ses billets à un prix catégoriel, c'est-à-dire de 50 € à 180 €, hormis le prix des loges. Et si vous prenez la moyenne, vous prenez par exemple 80 € et vous multipliez 80 € par 40 000 personnes, vous avez plus de 3 millions d'euros. Vous voyez comment un artiste pour un concert de 2 heures à peu près 3 millions arrive au mois de générer à peu près 3 200 000 €. Ce qui voudrait dire, dans les 40 000 personnes qui ont assisté à ces spectacles, il y a eu prélèvement de taxes, la taxe qu'on appelle la taxe sur la billetterie. La France a gagné. Il y a eu une taxe sur la production scénique. La France a gagné. Encore que pour produire un artiste dans des salles de telle envergure, il faut être un producteur certifié. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'octroi d'une licence certifiée dans le marché musical français. C'est moyennant quelque chose, encore une fois, la France a tiré ses dividendes. Et si je regarde les externalités positives, c'est-à-dire hormis l'activité principale qui est le concert, le concert de Fally le placement de crée un mouvement massif, un flux migratoire d'un peuple vers la France, par exemple. Donc le tourisme, ça veut dire le tourisme ça augmente la dimension touristique, ça augmente la demande de visa, mais aussi ça augmente le taux de billets pour les sociétés d'aviation qui évoluent en France. L'hôtellerie, si vous prenez les hôtels, vous prenez les boutiques, encore une fois, Fally permet à toutes ces entités économiques de générer de l'argent. Ce qui voudrait dire, pour un pays comme la France, lorsqu'il regarde un artiste comme Fally, il ne le regarde pas comme un musicien en réalité. La France regarde Fally comme un produit économique. Comme preuve, aujourd'hui au Congo, il n'y a aucun opérateur économique congolais qui peut se permettre de produire Fally Ipupa dans un spectacle de grande envergure. Oh non. Mais déjà qu'il n'y a pas des opérateurs économiques au Congo. Déjà que dans notre pays, on ne parle pas de l'investissement sur le secteur de la musique. À la limite, nous avons des mécènes. Il y a Willy Moucheni, Abed Achour, et que sais-je encore. Ces gens-là ne sont pas en mesure de produire Fally Ipupa dans une salle comme U-Arena ou Stade de France. Pour livrer un concert au Stade de France, il faut un investissement de plus de 1 500 000 €. La location seulement du Stade de France, ça varie entre 500 000 à 800 000 €. Si vous prenez le podium, la sonorisation, lumière, sécurité, tous les équipements en réalité, ça peut nous amener à plus ou moins 1 500 000 € ou au maximum 2 millions d'euros pour un spectacle.
Maintenant, qui est cet opérateur économique congolais qui peut accepter d'investir 2 millions de dollars pour produire un artiste musicien congolais? D'où il y a nécessité que l'appareil étatique mette en place des structures, parce que c'est de l'argent que nous perdons, encore que nous avons un public plus grand que la France, par exemple. Ouais. Nous avons, je prends Kinshasa, c'est une énorme ville qui peut accueillir énormément de scènes comme celle-là. Ben, c'est un manque à gagner. Le président Tshisekedi l'a su un peu plus vite, et c'est comme ça qu'il a quand même activé la machine de la construction de Kinshasa Arena. Effectivement, il faudrait avoir des salles de telle envergure. Kinshasa Arena a une capacité d'accueil de 20 000 places assises. Ça nous permettra effectivement d'abriter des grandes activités qui vont générer de l'argent et permettre à l'État de prélever des taxes. Vous savez, pour le concert de Nino au Stade de France, l'État a prélevé en termes de 5,6% de TVA. Juste pour un spectacle de 2 jours. C'est-à-dire que Nino a apporté de l'argent dans le trésor public français. Je prends l'exemple pour finir par là. Terminons. En 2024, c'était dédié une année pour les Jeux Olympiques en France. Et la France a adopté un budget pour le secteur de la culture seulement. Un budget élevé à la hauteur de 8 milliards d'euros. Et dans les 8 milliards, seule l'industrie musicale, c'est-à-dire le secteur de la musique en France, a à lui seul occupé plus ou moins 4 milliards d'euros. La France a plus de 2000 salles de spectacle. Si vous prenez le Centre national de la musique, je viens de regarder aujourd'hui cette année 2025, le Centre national de la musique, qui est une entité qui s'occupe du secteur de la musique en France, ce centre a un budget de 137 millions d'euros. Budget exercice 2025. Donc ça veut dire aujourd'hui, la France, avec son économie musicale, peut renforcer. D'ailleurs, j'ai même vu comment est-ce que la France a soutenu dans le cadre d'un crédit d'impôt pour les entreprises qui opèrent par exemple dans le domaine de production phonographique. Parce que ces entreprises-là avaient subi un coup fatal de la transition numérique. C'est-à-dire que toutes ces PME, toutes ces entreprises devraient bénéficier d'un soutien de l'État parce que l'État dispose d'un moyen généré par le secteur de la musique. C'est comme ça que nous, on fait bien d'en parler. Je vais vous réinviter vraiment parce que... Malheureusement, le Congolais est dans cette dimension de choses. Le Congolais n'aime pas tout ce qui est rationnel, tout ce qui est réfléchi. C'est dommage. Hein. Quand on apporte ce genre de débat, et les Warriors sont loin de là, les Gaulois ne s'y intéressent pas, et pire encore, même eux-mêmes, les artistes musiciens, demeurent le plus ignorant. J'allais en venir avec les artistes. Moi, un coup de chapeau, par exemple, à quelqu'un comme Héritier Watanabe qui tient Mordicus à reprendre ses études et à refaire l'université. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il est en train de faire. Exactement. Et qu'il intègre en fait l'angle que la musique, c'est une profession comme toute autre profession. Et c'est très dommage, j'ai dit ce mot-là pour qu'on passe à autre chose, c'est trop dommage qu'on réduise la musique au seul aspect de la polémique. C'est très dommage. Alors qu'ailleurs, les gens le prennent au sérieux. Non seulement sur le niveau économique, c'est un vecteur de changement de mentalité. Et moteur même du développement socio-économique. Effectivement. La musique est créateur même de l'emploi. Effectivement, indispensable. C'est comme ça que nous, on fait bien d'en parler ici. Et je profite déjà à l'occasion pour dire aussi à tous ceux qui nous suivent, en ce net moment, que je suis en pleine rédaction de mon livre, La musique sous le prisme de l'économie. La musique sous le prisme de l'économie. Ben écoutez, nous on fait la promotion de l'intelligence. Ouais. On sera heureux d'accueillir. Bientôt, ça sera publié. Et on aura des conférences. Ça sera votre deuxième livre. Mon deuxième livre après Mon regard vers la commune. Ouais. Merci beaucoup maître Manix Iyenda. Dans la musique, c'est pas que la polémique. Hein. Donc on peut en parler comme une vraie donnée dans une gestion de la République. Parce que ça crée de l'emploi, ça renforce l'économie, mais surtout, ça dresse les mentalités. C'est un vecteur éducatif. Donc il faut vraiment mettre le doigt dessus. Alors, maître, comme je disais, on se sert de l'actualité pour réfléchir. Vous avez suivi comme moi. D'abord, l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, a été condamné par la haute cour militaire de la peine capitale. Il lui est reproché la trahison, la haute trahison et les crimes de guerre, et qui doit payer un dommage de 30 milliards d'euros. Mais hier,
la SEMCO, les évêques ont pris un communiqué pour dire qu'ils étaient horrifiés du verdict de la haute cour militaire et qu'ils craignent pour la sacralité, pour le principe de la sacralité de la vie, notamment inscrit dans la Constitution, mais aussi dans l'Évangile. Et ils ne sont pas d'accord avec cette décision de la justice et ils estiment que ça ne permet pas la cohésion nationale. Avant que je me pose des questions spécifiques, je voulais d'abord savoir comment vous avez accueilli ces communiqués-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, les prélats de l'Église catholique ne m'étonnent plus. Pas du tout. La seule chose que j'avais remarqué dans le discours de M. Chollet, encore une fois, il a exhibé cette forme de passivité sélective des prélats de l'Église catholique lorsqu'il s'agit des questions d'État. Avez-vous déjà vu l'Église catholique prendre ce genre de posture en termes de discours lorsque le rebelle avait occupé par exemple le nord et le sud Kivu, lorsqu'il y a eu des massacres? Non mais ils l'ont dit. Non. Ils l'ont dit. Non. M. Chollet a été autant de fois à la télévision. Écoutez, M. Il y a des communiqués qui existent. Ils ont condamné l'agression. Non, vous parlez de communiqués. Moi, je parle d'une déclaration accompagnée d'une certaine énergie de vivacité. Il ne l'a jamais fait. Les déclarations incendiaires de la famille politique de Joseph Kabila, M. Chollet ne l'a jamais décrié. La position même de Joseph Kabila à l'égard de l'État congolais qui demeure notre dénominateur commun. Joseph Kabila a crédibilisé la démarche du M23 en disant haut et fort que le M23 est porteur des aspirations du peuple. Pour ça, la SEMCO n'a pas été indignée. Joseph Kabila s'est même permis, en proposant à l'Afrique du Sud de ne pas porter son soutien à la RDC, un pays qui demeure agressé par le Rwanda. Pour ça, la SEMCO n'a pas été indignée. Retenez 30 secondes. Ces procès que vous faites à la SEMCO n'est pas juste. La SEMCO n'est pas commentatrice de l'actualité politique. Malheureusement, la SEMCO devient commentatrice des arrêts rendus par la Cour. C'est au nom de l'Évangile. Quand vous suivez, vous savez, vous parlez de l'Évangile. Quand vous suivez Monseigneur Chollet, il est dit que ce communiqué est pris parce que la peine de mort ne correspond pas au message de l'Évangile. C'est quand même de leur droit de défendre une ligne. Non, mais est-ce que l'État est réglementé par l'Évangile ou par les textes de la République? C'est leur opinion, tout ça. Non, mais s'il vous plaît, mais l'opinion de l'Église la laïcité ne doit pas aussi permettre à l'Église de dire ce qu'elle pense. Pas du tout. Ce n'est pas parce que l'Église conçoit la possibilité d'appliquer l'homosexualité et que l'État doit l'entériner au nom de la laïcité. Non. La laïcité est un principe. Et dans un pays démocratique comme le nôtre, effectivement, nous reconnaissons la liberté d'activité de tout mouvement religieux, mais avec le seul respect de l'ordre public établi par l'État. La liberté de l'Église se limite là où est érigé l'ordre public de l'État. Et lorsque l'Église marche contrairement à ce qui est prévu par l'État, l'Église tombe dans la rébellion. Lorsque l'Église, de manière individuelle et consciente, accepte de déroger aux principes qui régulent la société, aux règles qui régulent la société, à la Constitution et aux lois de la République, l'Église tombe dans la rébellion. Donc rappelez que la peine de mort ne respecte pas le principe de la sacralité et est en contradiction avec l'Évangile, quoiqu'ils ont pris les cas de Joseph Kabila comme cas exemple, c'est une rébellion. Mais est-ce que vous voulez dire que l'Église catholique est la seule Église qui a primauté sur les autres Églises? Je dis non. Non. Parce que nous sommes régis par ces principes que vous avez évoqués tout à l'heure, le principe de la laïcité. Maintenant, si l'Église présente cet évangile, et quel serait alors l'évangile des musulmans, des kimbanguistes, des églises de réveil? Et la liberté d'opinion, mais... Alors la liberté d'opinion de l'Église ne lie pas l'État. Oui, ça c'est tout à fait... L'État est lié par les règles qui organisent la société.
Et le code pénal congolais, qui est notre loi pénale en vigueur, prévoit la peine de mort dans l'article 5 qui détermine même la nomenclature de peine prévue dans le cadre de la législation pénale de notre pays. Peine qui était inactive au nom du moratoire. Mais chaque moratoire a une date d'expiration. Et l'Église n'était pas d'accord. Et les 10 moratoires ont déjà été expirés. Mais il faudrait rappeler à l'Église la théorie de l'écran législatif. Ça, c'est la dimension pénale. La théorie du droit pénal nous dit, lorsqu'une loi, bien qu'elle n'ayant pas été conforme à la Constitution, parce que très généralement, on oppose à la loi pénale, au législateur pénal qui prévoit la peine de mort, à la teneur de l'article 16 de la Constitution qui prévoit le principe de la sacralité de la vie humaine. En effet. J'ai même consacré toute une émission avec vous lorsque je vous expliquais les portées anthropologiques effectivement du législateur constitutionnel, c'est-à-dire le législateur suprême, et le législateur pénal du code pénal congolais. Je m'en rappelle. Parce que ce qui est beaucoup plus important, les deux législateurs visent l'homme. Et lorsque l'homme met fin à la vie d'un homme, celui-là déroge au principe de la sacralité de la vie humaine tel que consacré dans l'article 16 de la Constitution. Et par conséquent, on peut lui infliger la peine de mort. Permettez-moi quand même finir sur cette question de la peine de mort. Allez-y rapidement. En réalité, la peine de mort a un problème d'applicabilité. Parce que si vous lisez l'article 5, autant l'article 6, dans l'article 6, on dit c'est au président de la République de déterminer le mode d'exécution de la peine de mort. En effet. Vous avez été condamné par la peine de mort, mais est-ce que cette peine sera exécutée par fusillade, pendaison, chaise électrique ou par piqûre? Autant pour la peine des travaux forcés. On dit qu'il faut l'ordonnance du président de la République qui doit déterminer comment celui qui est condamné doit exercer cette peine. Et donc, à défaut de cette peine, il y a des peines corollaires. Pour la peine des travaux forcés, le condamné sera assigné à résidence surveillée. Pour la peine de mort, il sera condamné à perpétuité. À la peine capitale. C'est-à-dire si Joseph Kabila était ici, il allait être emprisonné et il allait vivre le restant de sa vie dans la prison de Makala jusqu'au jour où il va mourir. Parce que la modalité de sa peine de mort n'étant pas déterminée par l'ordonnance du président de la République. Et comme il n'est pas là, il est condamné. L'applicabilité c'est fait comment? Non mais le jour où Kabila mettra ses pieds ici au Congo, on va l'arrêter et il va faire la prison jusqu'à sa mort. Revenons à la sacralité de la vie, parce que vous disiez tout à l'heure que c'est lui qui déroge, c'est lui qui tue, déroge au principe de la sacralité de la vie humaine. On reproche à Joseph Kabila les crimes des morts, les guerres. Parce qu'on pense, parce que la justice a établi qu'il est en connivence, en intelligence avec l'M23. Mais quelles en sont les preuves? Le problème, c'est à ce niveau-là, la première question. Pourquoi est-ce que pendant le procès, pendant l'audience, on n'a pas été, comment dire, en contact des preuves accablantes qui montrent qu'en effet, Joseph Kabila est en intelligence avec le mouvement AFC M23. Ça, c'est de 1. La deuxième question à laquelle vous allez répondre, est-ce qu'on a jugé Joseph Kabila comme sénateur à vie, ou on a jugé un ancien président de la République, ou on a jugé un citoyen lambda comme toi et moi qui serait en connivence avec l'ennemi? D'abord, par rapport à votre premier volet de la question, vous savez, le droit est très clair. Et le droit d'ailleurs le dit, la responsabilité de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Qui est l'accusateur de Joseph Kabila? C'est le ministère public. Et le ministère public a présenté ces éléments de preuve. Encore que le juge de la composition, le juge des séants, ne sont nullement liés par les réquisitoires du ministère public. Tout à fait. Les juges, et c'est même la Constitution qui le dit, ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Après que le ministère public ait fait sa déposition en termes de réquisitoire pour endosser la responsabilité pénale sur le dos de Joseph Kabila, les juges ont analysé avec une ultime conviction des juges. Et les juges se sont décidés de rendre cette sentence parce que les faits reprochés
à M. Joseph Kabila demeure de fait le plus probant. Mais Deuxièmement. Attendez, maître. Vous savez, M. Elie, s'il vous plaît. Le procès a un caractère public. C'est pédagogique même. Pédagogique même. Ça veut dire que si le juge se base sur une analyse, elle doit être notamment publique, si je ne me trompe pas. Vous savez, quels sont les éléments? Est-ce que c'est parce que Joseph Kabila était parti à Goma? Est-ce que c'est parce qu'il a dit que le M23 portait les aspirations du peuple? C'est quoi en réalité? Vous savez, la difficulté dans ce procès de Joseph Kabila se situe au fait qu'il était caractérisé par un absentéisme coupable. On rappelle que c'est parce que si Joseph Kabila avait accepté de comparaître, il allait avoir droit à un conseil. Parce que Joseph Kabila, avant d'être condamné, bénéficie du principe de la présomption d'innocence. Bien sûr. Il bénéficiera même du principe de l'équitabilité du procès, un procès équitable, et même de l'égalité des armes, le principe des armes égales devant le juge, mais aussi de ses droits sacrés de la défense. Tout à fait. C'est-à-dire, pour un acteur politique de grande envergure comme Joseph Kabila, vous l'avez défini sous un statut ambivalent, sénateur à vie et ancien président de la République. Pour un acteur qui arrive à atteindre ces niveaux, il doit veiller sur son image politique. Vous savez, quelqu'un dit, le procès public se gagne dans l'opinion. Ça veut dire, au nom de votre crédibilité, vous devez accepter de comparaître, ne serait-ce que pour sauver votre image. C'est qu'a fait notamment Constant Moutamba, tout en sachant qu'il était innocent, parce qu'il avait même la possibilité de fuir. Il avait cette possibilité de se soustraire pour ne pas être sous les viseurs de la justice. Mais parce qu'il est innocent, il a accepté de braver la justice, malgré que la justice l'a condamné comme tel. Mais il n'est pas ça. Non mais je vous ai parlé de... Vous ne pouvez pas dire que la condamnation de Kabila est juste et la condamnation de Moutamba est... Non mais la condamnation de Kabila est juste du moment où Kabila a été caractérisé par un absentéisme coupable. Pareil pour le cas de Matata. Comment pouvons-nous évaluer la sincérité ou l'innocence de M. Matata du moment où il a fui la justice? Du point de vue du tribunal du peuple, le tribunal de l'opinion, en réalité Matata ou Kabila sont condamnés à double niveau. Ils sont condamnés et par le tribunal de juge et aussi ils sont condamnés et par le tribunal du peuple. Contrairement au cas de Moutamba, Moutamba est condamné par le tribunal ou la cour des juges, mais dans le tribunal du peuple, Moutamba a déjà été acquitté. Comment on le sait ça? Non mais... Parce qu'il y a des vidéos sur TikTok. Non mais écoutez, vous n'avez pas vu cette frénésie populaire qui a accompagné Moutamba? Vous n'avez pas vu dire. Non mais ça veut dire quelque chose sur le plan de l'opinion. On a condamné Joseph Kabila. Vous avez vu, ne serait-ce qu'un partagé également. Ben, est-ce que vous avez vu, ne serait-ce qu'un groupe de 10 personnes réagir par là ça? Son parti n'a pas réagi non plus. Mais je rajoute tout un groupe politique. Je rajoute une autre question, puisqu'on est en train de finir, je rajoute une autre question. On dit que Joseph Kabila, en tout cas la justice a démontré, a conclu que Joseph Kabila était en intelligence avec le M23. C'est très bien clair. C'est très bien clair. Mais politiquement, la République est en discussion avec M23. On parle bien des discussions de Doha. Ouais. Qu'est-ce qu'il arrivera si jamais demain, on tombe sur un accord et on va vers une loi d'amnistie? Est-ce que ce serait prudent, ne serait-ce que symboliquement, qu'on aille condamner un ancien président de la République et que demain il revienne, acteur politique majeur, réintroduit dans la société parce qu'il y a eu amnistie, parce qu'il y a eu discussion de Doha? Est-ce que ça sera crédibiliser la justice? Moi, je ne suis pas assez fort dans la prémonition politique. C'est pas de la prémonition, les discussions sont là. Non, mais je ne sais pas le sort de Joseph Kabila après ces discussions. Il est du M23. Mais est-ce qu'il est du M23? Est-ce que il est forcément possible pour quelqu'un qui a été condamné à mort, pour quelqu'un qui a tué des compatriotes congolais, pour quelqu'un qui a pillé ou qui a permis le pillage de nos ressources premières, pour quelqu'un qui a occupé de manière illégale le territoire congolais, d'être exempté de toutes ses responsabilités pénales au nom d'un dialogue? Comment vous allez faire autrement? Est-ce que le M23 égale exclusivement Joseph Kabila et Corneille Nangaa?
Ça veut dire, dans cette volée de négociations, c'est possible qu'on négocie avec le M23, tout en laissant Joseph Kabila purger sa peine. C'est possible qu'on négocie avec le M23, tout en acceptant le fait que Nanga soit condamné à mort par la justice congolaise. Il n'y en a jamais eu un cas comme ça. Enfin, on connaît des cas, des négociations qui aboutissent tout le temps. Non, mais ces cas, c'est des cas que nous avions connus dans le passé. Est-ce que dans ce pays, vous avez déjà connu un cas où on a condamné un ancien président de la République? Jamais. Ah, vous l'avez connu alors sous le règne de Félix Tshisekedi comme président de la République. Effectivement. Ce qui voudrait dire que nous avions quitté un point de complaisance vers un autre point, celui des réalités qui sont en face de nous. Moi, je suis d'accord avec être symbolique. Non, mais que l'État passe avant tout le monde. L'État, je suis d'accord. Exactement, l'État passe avant tout le monde. Parce que ici, on parle de la mort de Congolais. Vous allez réintégrer Joseph Kabila dans l'échiquier politique national. Quid alors de tous ces Congolais qui ont perdu leur vie, aux familles éprouvées? Quid? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il ne faudrait pas vouloir à tout prix que le dialogue soit comme une forme de blanchisserie pour des acteurs politiques criminels. Et c'est comme ça que le réflexe, et ça paraît comme une forme de bouée de sauvetage, pour le politique qui crée des désastres sur le plan sécuritaire, et ils vont venir s'accrocher à un dialogue parce qu'ils savent, au bout de compte, nous serons lavés de toute responsabilité pénale quelconque. Ça, en réalité, c'est une manière de légitimer la rébellion et même de donner du crédit à ceux qui tuent. Je suis d'accord. Dialogue, oui, mais l'État doit aussi condamner ceux qui ont tué le peuple. Je suis d'accord avec vous, maître, mais il se dégage dans l'opinion une forme de méfiance politique autour du président de la République. Parce que depuis qu'il est là, on a l'impression que tous les partenaires, tous ceux qui ont été avec lui, tous ceux qui l'ont soutenu, finissent par être écartés d'une manière ou d'une autre. On va parler de Moutamba, on va parler d'abord du mariage, du divorce FCC Cash, Moutamba, on va parler de Vital Kamerhe aujourd'hui, aujourd'hui c'est Joseph Kabila, hier Corneille Nangaa et compagnie. Est-ce que cette attitude politique, je suis sur l'aspect politique, est-ce que cette attitude politique attachée à la personne du président de la République peut permettre la sincérité dans cette démarche dans laquelle il se trouve de la cohésion nationale? Comment va-t-il convaincre les autres à fédérer avec lui quand on lui reproche tout le temps de passer par derrière le dos pour finalement appliquer son agenda personnel? Un petit correctif dans votre question. Oui. Ce n'est pas le président de la République qui a écarté Moutamba. Non. C'est la justice qui a condamné Moutamba. Je suis sur l'aspect politique des choses. Et même sur l'aspect politique des choses. Ceux qui étaient dans le manœuvre, dans le complot politique contre Moutamba, ce n'était pas le président de la République. C'était des prédateurs, les mafieux de la République. Ceux qui détiennent le bâton de la corruption et du détournement. Ceux qui gèrent le système nocif qui d'ailleurs gangrène la santé publique de notre pays. Ils sont dans l'union sacrée. Ils sont dans l'union sacrée. Sous l'autorité du président de la République. Non, mais l'autorité n'approuve jamais une démarche tendant à valoriser la corruption, le népotisme, la concussion, la fraude ou les gabegies financières. S'ils sont connus et qu'ils ne représentent pas la vision du chef de l'État, pourquoi ils ne sont pas dégagés de l'union sacrée? Mais vous n'avez jamais entendu les membres de l'union sacrée être condamnés pour effet de détournement des deniers publics de l'État? Vous l'avez jamais entendu? Moutamba, oui. Kamerhe, oui. Kamerhe, oui. Certains DG, oui. Kamerhe n'a pas été condamné. Non, mais il a été condamné et puis après lavé par la justice. Oui. Non, mais c'est ça aussi la justice. Oui, la justice a le bâton qui condamne sur l'État, et le bâton qui relâche. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. Donc ça veut tout simplement dire que le président de la République reste sur sa ligne qui détermine son pouvoir et son cadre d'expression en tant que président de la République qui ne doit pas s'interférer aux compétences dévolues, par exemple, au pouvoir judiciaire ou au pouvoir législatif. C'est comme ça même pour le cas de Vital Kamerhe, même si certaines personnes n'hésitent pas de faire des raccordements frauduleux pour conclure que oui, c'est le président Tshisekedi, encore une fois, qui a éjecté Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale.
ce qui n'est pas correct. Mais depuis 7 ans, il fait que perdre des partenaires. Non, mais c'est parce qu'il a eu des partenaires qui étaient... Moïse Katumbi est parti, Joseph Non, mais Moïse Katumbi n'était pas vrai vis-à-vis du président de la République. Et même en parlant de départ de Moïse Katumbi et tout le reste, qui a chassé Katumbi du Congo? Vous voulez comparer les contextes Katumbi, son départ vers l'exil sous Joseph Kabila, et l'exil de Katumbi sous Félix Tshisekedi? Qui a chassé Katumbi? Qui a chassé Matata? Qui a chassé Franck Diongo? Qui a chassé tous ces gens-là? Eux-mêmes, aujourd'hui, moi, je n'arrive même pas à comprendre. Le fait d'aller à l'exil relève maintenant de la volonté personnelle de celui qui veut se faire exiler, sans avoir des ennuis au niveau du pays. Le pays ne te traque pas, le pays ne te poursuit pas, le pays ne te cherche pas, le pays ne constitue pas une menace contre vous, mais vous décidez d'aller en exil. Et ça, vous appelez ça exil politique. Eh bien, soyons quand même sérieux. Est-ce que le président de la République pense à un 3e mandat? Parce que ça se questionne dans l'opinion. Je ne sais pas, parce que je l'ai déjà entendu. En effet, quand il est en train de baliser le chemin, que tout celui qui se présente un peu comme un concurrent, il fait de son mieux pour le carter. Est-ce qu'on est là dans un projet de continuité? On est là dans un projet de changement de constitution pour peut-être continuer, on va finir par là. Je vous ai dit au départ que la prémonition politique n'est pas du tout mon lot. Moi, je reste sur le fait. Vous êtes analyste. Le fait pas ben oui, j'analyse sur le fait existentiel. Mais parlons un peu du changement de la Constitution. Monsieur Elie, aujourd'hui, je confirme que nous sommes déjà en plein changement de la Constitution. Nous sommes en plein changement. Nous sommes déjà en plein changement de la Constitution. La Constitution a été déjà changée. Comment ça? Ah voilà. Très intéressant. Ça fait un temps. Depuis que nous avions considéré le dialogue comme notre culture d'arbre à palabre, notre mentalité de règlement de conflits en interne, c'est du traditionnalisme politique congolais. Et nous avons développé cette mentalité depuis l'époque de conférence nationale souveraine. Et depuis la nuit des temps, les dialogues sont perçus comme des usages politiques, des pratiques politiques, mais qui répercutent sur le fonctionnement des institutions de la République en contradiction avec ce qui est prévu par la Constitution écrite. Ce qui voudrait dire, à ce jour, nous avons 2 ordres constitutionnels qui régissent la République démocratique du Congo. L'ordre de la Constitution écrite et l'ordre de la Constitution non écrite, autrement appelée la coutume constitutionnelle. L'ensemble d'usages, des pratiques pour réglementer la sphère politique dans un contexte donné. Dû à quel usage? Non mais le dialogue est un usage. Mais on n'est pas au dialogue. Non mais justement, je vous ai fait la référence des dialogues que nous avions eus. Et aujourd'hui, ce même dialogue est souhaité par l'unanimité de la classe politique congolaise, y compris Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Donc si on va au dialogue, obligatoirement, on sera déjà dans un projet de changement de constitution. Justement, si on part au dialogue, en réalité, on renonce, sans le dire bien sûr, à l'ordre constitutionnel, à l'ordre de la Constitution écrite. Dis-moi, au nom de quelle logique constitutionnelle un opposant peut devenir Premier ministre alors qu'il ne détient pas la majorité parlementaire? Au nom de quelle logique? Seulement la logique du dialogue. Au nom de quelle logique un président, après avoir terminé son mandat, comme le cas de Joseph Kabila, dont le mandat avait pris fin depuis le 19 septembre 2016, gérer le pays dans un espace de 2 ans, au nom de quoi, si ce n'est pas au nom du dialogue de Saint-Sylvestre? C'est-à-dire la Constitution. Ça veut dire que la Constitution a été abandonnée autant de fois et le pays a été régi par la coutume constitutionnelle, une constitution non écrite, exprimée par les usages politiques voulus par les politiques sous la bénédiction du peuple. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de la coutume constitutionnelle, on fait directement référence à un modèle de la démocratie consensuelle qui se fonde essentiellement sur le dialogue. Et lorsqu'on parle de la constitution écrite, ici, on parlerait de la démocratie électorale qui se fonde essentiellement sur la constitution en vigueur. Mais cela n'est pas comparable à une constitution remplacée, par exemple où on passera d'un mandat de 5 ans à 7 ans, où le président de la République... Non, mais déjà nous sommes passés d'un mandat de 5 ans à 7 ans. Vous faites allusion à 2016? Mais bien sûr que oui.
Nous sommes en plein changement de la Constitution. Donc il y a jurisprudence. Non, mais nous sommes en plein le président de la République demain, s'il prend 2 ans de plus, non, si seulement les politiques congolais décident de se retrouver autour d'une table pour dialoguer, aplanir les divergences et s'accorder sur la continuité ou le dépassement du pouvoir de Félix Tshisekedi, en réalité, ces politiques-là ont décidé d'élever l'option d'abroger la constitution écrite et se faire conduire par la coutume constitutionnelle qui les dirige par les pratiques d'usage politique qu'on appelle les dialogues. Parce que tout ce qui sera établi et réglementé par le dialogue ne sont pas forcément prévus par la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée le 20 janvier 2011. Et ce sera donc pas étonnant que le président de la République rallonge par... Non, mais ce ne serait pas étonnant parce que nous sommes en plein ordre de la constitution non écrite, la coutume constitutionnelle voulue par les acteurs politiques au nom d'une démocratie consensuelle. Merci beaucoup, Maître Manix. C'est à moi de vous dire merci. C'était à vrai dire. J'aurais aimé qu'on mette un mot peut-être sur les événements au Congo central, où il y a une pétition contre le président du bureau de l'Assemblée provinciale et son adjoint, mais les temps qui nous a été accordé... Non, mais ce n'est qu'un incompétent de moi. Un incompétent de moi. Un incompétent de moi. Mais j'en ai bien. Non, mais ouais, Matézo, c'est... Enfin, écoutez, c'est de la pacotille vite. Très rapidement. C'est de la racaille. Et moi, mon souhait le plus ardent, c'est de voir celui que je considère comme un poteau vide du Congo central, le gouverneur de la province, soit parti. Le gouverneur de la province? Non, mais c'est un poteau vide. Mais vous disiez tantôt qu'il était... qu'on devrait... Malheureusement. Que c'était un jeune... Non, mais malheureusement, nous avions cru aux jeunes. Alors des jeunes vidés d'une vision de gouvernance, surtout d'un modèle de leadership incarné. Grâce Bilolo fait la honte de la province. C'est vraiment la honte de la province. Et donc, moi, mon souhait, c'est de voir le désincompétent laisser le Congo central et que la population du Congo central soit dirigée par de dignes fils de la province qui peuvent remonter la penche en termes de développement parce qu'aujourd'hui, la province est en deçà du standard moyen. Merci beaucoup, Maître Manix Iyenda. Je rappelle que je vous ai reçu en votre qualité d'avocat et aussi d'analyste politique. Je tiendrai à ce que vous reveniez parce qu'on n'a pas fini le menu, mais comme on n'a plus du temps du tout, on doit arrêter. Alors, mesdames, messieurs, c'était à vrai dire. Continuez à suivre. Vous pouvez suivre cette émission sur toutes les plateformes de Ecopolis TV, notamment Eco TV aussi, sur TNT, sur Ecopolis TV Kinshasa, mais notamment Matadi. Moi, je vous retrouve très prochainement. Peut-être Maître Manix va revenir ou alors un autre invité. De toute façon, moi, je vais vous retrouver avec le même plaisir et le même besoin de traiter l'actualité dans le fond que sur la forme. La télé, c'est aussi un espace éducatif. Veillons à ce que nous disons, veillons à ce que nous donnons de la qualité pour permettre à ce que les générations qui vont venir après nous se servent de ce que nous disons comme modèle, comme matière pour apprendre. Merci beaucoup. C'était à vrai dire et c'était Elie Mondola. Que Dieu bénisse le Congo.